Et on ne va pas le flaguer comme « Ah, c'est Shadow IT, c'est pas bien, etc. » C'est plutôt « Ok, on a des pistes d'amélioration, on peut penser à faire ça comme ça. » Peut-être qu'on peut lui apprendre à faire du crochet et du tricot et on se retrouverait avec des piles de chaussettes à la maison, qui sait. Je n'avais pas pensé à ça. C'est ça, c'est le goût du risque. Ouais, risque. Moi, je constate que plutôt pour les humains, on accepte le risque assez bien. Mais par contre, pour tout ce qui est des robots, des bots, on n'est pas du tout tolérant. Ouais, ils font une erreur sur 1 million. Ah non, mais ça ne va pas du tout. Moi, ce que j'aime faire, c'est comprendre le métier des gens. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Alpacity. J'ai le plaisir de recevoir Yves-Robert Tissot, entrepreneur et expert en innovation numérique spécialisé dans l'automatisation des processus, grâce notamment aux technologies RPA. Passionné par les nouvelles technologies, Yves nous partage son aventure entrepreneuriale, ses projets d'innovation et sa vision de la transformation digitale en Suisse. Bonjour Yves. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté de venir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter les moments importants de ton parcours qui ont commencé, je crois, en études de physique à l'EPFL jusqu'à aujourd'hui, ta vie d'entrepreneur et notamment au sein de InnoShift? Volontiers. D'abord, merci pour l'accueil. Et je peux déjà choisir 2 moments pour peut-être parler un peu qu'est-ce qui m'a amené à aujourd'hui. Bachelor de physique, donc ce qui était assez intéressant, c'est que un peu par hasard, je suis tombé sur une annonce d'emploi à côté des études qui était d'aider dans l'hôtellerie à automatiser des tâches, ce qui m'a déjà un peu guidé par rapport à aujourd'hui. Donc j'aidais là-bas à créer en fait des choses assez basiques sur Excel ou sur des solutions existantes pour aider l'hôtellerie en fait à améliorer leur système de réservation, de gestion de prix. Et c'était prévu pour plutôt des petits hôtels que des grands qui avaient leur propre logiciel. Donc ça, c'était un point assez marquant qui m'a déjà un peu amené vers ce sujet d'informatique et d'automatisation. En sachant que durant la physique, on fait beaucoup de programmation parce que ça coûte très cher de faire de l'expérimental en vrai. Donc, on apprend à faire de la simulation. On crée des modèles, on simule en fait la physique pour pouvoir se préparer à l'expérience réelle pour valider en fait les choses. Puis je pense qu'un deuxième élément marquant, c'était durant mon projet de master, c'était chez Rolex, où je devais trouver une solution d'optimisation pour la supply chain de manière totalement virtuelle. Donc c'était sur leur logiciel à eux en interne. Et en fait, ça m'a fait un peu découvrir cette partie de consulting. Parce que dans mon rôle, je devais comprendre leur métier des gens, alors que moi, je sortais d'études physiques et puis après de management, de technologie. Je ne connaissais pas l'horlogerie plus que ça. Et je devrais proposer une solution qui optimise en fait cette partie de leur gestion de stock et autres. Et de proposer une solution. Et dans cette optique, je devais comprendre qu'est-ce qui était important pour eux, d'aller en fait sur place, sur le terrain, voir comment les gens interagissaient avec le logiciel de gestion du stock. Et je trouvais ça très passionnant, en fait, de pouvoir comprendre tous ces différents métiers. Et c'est un autre point qui m'a marqué pour, en fait, m'orienter vers cette partie de conseil après avoir été chez Rolex. Et puis, c'est ça qui me mène plus ou moins aujourd'hui, en fait. Jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, l'optimisation, l'automatisation des systèmes, ça te passionne. Est-ce que tu fais encore un petit peu de physique pour le plaisir, pour la passion? Alors, pour le plaisir, pour la passion, je préfère un peu suivre des gens, que ce soit sur YouTube ou bien des articles de ce qui se passe en physique, un peu ce qui évolue. Après, c'est une question de temps à disposition, mais c'est clairement quelque chose qui m'intéresse encore tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des secteurs technologiques qui t'intéressent plus que d'autres? Des secteurs technologiques, donc plus dans le secteur industriel, tu veux dire, ou bien vraiment plutôt les technologies existantes? Plutôt les technologies existantes. Est-ce qu'il y a des dernières actualités sur des technologies où tu commences vraiment à te dire « Ah, là, on est dans une vraie évolution » et puis quelque chose qui t'intéresse le plus, une technologie qui t'intéresse plus qu'une autre?
Alors, ça c'est difficile de passer à côté avec tout cette IA qui vient maintenant sur le marché, avec la compréhension du langage ou l'IA générative, qui est extrêmement passionnante, de voir tout ce qu'elle peut faire. Moi, j'aime bien, par exemple, tout utiliser pour créer des images, faire des créations d'images, ça peut aider pour soi-même. Donc, c'est un hobby où on crée, on donne du texte et derrière, en fait, on génère une image et je trouve ça assez intéressant et même curieux. Et puis, on peut l'utiliser même pour le travail après, pour générer après des slides, du PowerPoint. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans le sens dans lequel on va. Et ça peut même aller après aussi dans le jeu vidéo où on peut avoir une interaction bien plus intéressante que du langage qui est préécrit. En fait, un dialogue préécrit, maintenant, ça pourrait être un dialogue plus dynamique qui s'adapte en fait par rapport aux joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui je trouve très intéressant. Oui. J'ai vu dernièrement qu'on pouvait, dans le milieu du jeu vidéo, fabriquer en temps réel, avec des consignes orales, des images. Est-ce que ça, tu as pu tester ou est-ce que tu as vu la news? Alors non, je ne suis pas passé dessus, mais je peux imaginer que c'est connecté à un de ces générateurs d'images où effectivement c'est en temps réel. Bien sûr, il faut peut-être payer un abonnement ou quelque chose, mais dès qu'on a payé, on a l'accès à une génération d'images qui est quasiment instantanée selon la performance de l'outil. Donc ça, je peux bien imaginer. Oui. Ah, ça m'a bluffé. Justement, pour rester sur l'intelligence artificielle, on va faire un petit décryptage de l'actualité. Il y a une récente étude qui s'est penchée sur l'influence de l'intelligence artificielle sur l'économie suisse et qui prévoit entre autres une augmentation du produit intérieur brut de 80 à 85 milliards de francs. Donc en l'espace de 10 ans, on ferait plus 11%. Et ça s'accompagnerait également d'une perte d'emploi assez importante. Ils estiment cela à 400 000 emplois. Alors, juste pour information, cette étude, elle a été mandatée par Google et réalisée de manière indépendante par le cabinet Implement. Et puis, cette étude a été présentée sur le réseau Watson. Je voulais avoir un petit peu ton point de vue justement sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie suisse et aussi l'emploi. Donc, ça dépend quel emploi on supprime aussi déjà, parce que on entend très souvent qu'on est en manque de main-d'œuvre, donc aussi dans le secteur tertiaire ou même dans l'industrie bancaire, par exemple, où il y a une grande partie de personnes qui vont partir à la retraite et il sera difficile de les remplacer. Donc, si c'est ces emplois-là que l'IA remplace, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie chez nous. Donc, ça, je pense que c'est bien. Après, ça peut rendre... pour les personnes, les individus, la chose un peu plus difficile si on en supprime énormément d'emplois, que son profil sera peut-être moins compétitif, donc ça devient un peu difficile peut-être à trouver l'emploi. Mais il y a l'autre côté de la balance aussi, où peut-être qu'on sera moins stressé au travail, parce qu'il y a une moins grande charge de travail. C'est assez difficile à juger dans quel sens ça va aller. Mais un point que je trouve un peu plus dérangeant ou inquiétant, c'est que toute cette IA, toutes ces dépenses, une grande partie de ces dépenses d'IA vont partir à l'étranger. Donc, ça va peut-être augmenter l'efficacité des gens à l'emploi. Mais est-ce que ça compensera vraiment l'argent dépensé qui part dans ces grandes entreprises qui souvent sont plutôt basées hors continent européen? Donc, ça, c'est une balance à voir vraiment. Ou bien est-ce qu'on aurait là l'occasion d'attraper le coche et d'avoir quelque chose de local pour garder en fait... cette économie ici. À voir, j'ai envie de dire, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, plus 11%, c'est pas mal. Oui, effectivement. On n'en sait pas plus. Deuxième actualité, récemment, Tesla a donc présenté son robot humanoïde Optimus. Alors, il y a eu plusieurs retours d'experts. Tout le monde n'a pas été convaincu. Donc, il l'a présenté aux États-Unis en Californie. Quel est un petit peu ton avis sur l'impact de la robotique humanoïde qu'elle pourrait avoir sur l'industrie suisse ou même dans notre société plutôt?
Parce que là, en l'occurrence, je crois que l'idée, c'était de l'avoir à la maison. J'allais dire, pour l'industrie, pas sûr, mais la société, qui n'a pas envie d'avoir un robot qui fait son ménage, qui fait sa lessive, la vaisselle, nettoie la maison, prépare un repas. Alors là, si ça fonctionne, je pense que ça sera très intéressant, surtout que le prix a l'air abordable, en tout cas pour les standards suisses. Si on estime que sa durée de vie est de 5 ans ou plus, je trouve que ça pourrait être intéressant. Je crois qu'il parle de 20 à 30 000 francs. Donc, à ce prix-là, avoir tout le ménage qui s'occupe qui est fait, et peut-être qu'on peut lui apprendre à faire du crochet et du tricot et on se retrouverait avec des piles de chaussettes à la maison, qui sait. J'ai pas pensé à ça. Pendant qu'il sait pas quoi faire. Peut-être qu'on a des idées là qui se développeront, ou il y a peut-être une industrie qui se développe de maison. Mais pour l'industrie elle-même, je pense que le côté humanoïde n'est pas vraiment intéressant, où on a plutôt une perte d'efficacité par cette forme, parce qu'elle n'est pas forcément stable ou très, très habile à faire certaines choses. Là, on a déjà des robots, mais qui sont plus sur des rails, qui sont juste un bras ou des choses comme ça, qui, je pense, est beaucoup plus efficiente pour cette tâche. Pourquoi cette volonté, à ton avis, de toujours représenter le robot de manière humanoïde ? Je pense que ça vient du fait que nous, en tant que forme humaine, on est capable de faire une très grande variété de choses et qu'on a envie d'implémenter cette flexibilité à un robot pour lui dire fais ce que je fais. Et alors que si on crée un robot sur roue, on monte des escaliers et puis il peut pas. Alors que là, on a des jambes et des bras, on dit maintenant baisse-toi et nettoie le sol, ou ramasse ceci, ou je sais pas, assieds-toi à un ordinateur, branche-toi à l'ordinateur. Il y a X choses qu'on peut imaginer donner, et je pense que c'est cette inspiration-là de ne pas avoir de limitation qui motive la chose. Que il puisse s'adapter au contexte humain, c'est ça, finalement. Oui. On est loin encore de cette compréhension du contexte de l'environnement par les robots. Alors, très honnêtement, je crois que oui. On peut penser aux voitures avec leur autonomie de conduite. Personnellement, j'ai plutôt eu des mauvaises expériences avec la voiture qui comprend mal les lignes sur la route, qui positionne la voiture au milieu de la route alors que c'est une bande cyclable, donc on pouvait conduire dessus, ou qui freine d'urgence sur l'autoroute alors qu'il n'y a rien devant. C'est extrêmement dangereux comme situation, donc je pense qu'elle n'interprète pas bien encore son environnement et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, oui. Alors, on va venir un petit peu sur InnoShift, l'entreprise que tu diriges et que tu as fondée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quels sont vos services, principalement de conseil en innovation dans tout ce qui concerne la numérisation, l'automatisation et la gouvernance? Est-ce que tu peux nous donner quelques explications? Oui, volontiers. Donc, InnoShift, vraiment, je l'ai créé pour aider les entreprises suisses à gagner du temps, en fait. C'est vraiment autour de ce concept-là que je l'ai créé. Et cela, ça va depuis le début. Donc, on commence par analyser, apporter conseil aux entreprises, donc comprendre leur métier, comment ils travaillent, pourquoi ils font ces choses, pour voir, en fait, là où on pourrait peut-être optimiser, rendre le processus plus lean, ou bien où il y a du potentiel d'automatisation. Donc là, on parle en fait du plus grand sujet de notre travail, c'est d'automatiser, d'implémenter de l'automatisation. Et en fait, on automatise surtout des processus virtuels, donc tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Donc on va travailler sur cet aspect-là, donc pas sur des chaînes de production avec des robots mécaniques, mais purement virtuels. Et une fois qu'on a fait cet aspect-là d'automatisation, il y a toute la partie maintenance de la solution implémentée qu'il faut conserver, et puis aussi la réflexion autour de la stratégie de cette automatisation, de ne pas aller dans tous les sens n'importe comment, de définir les responsabilités, de comprendre en fait quel est le but de cette automatisation, pour aussi pouvoir bien gérer le changement au sein de l'entreprise, de notre client ou avec qui on travaille. Et quels sont les types de clients que vous avez? Quelle maturité digitale il est nécessaire d'avoir pour commencer à automatiser ces actions virtuelles? C'est une très bonne question, parce que si on arrive, il y a encore tout qui est papier, ça c'est encore
beaucoup à faire. En fait, nous, on intervient surtout dans les entreprises qui ont déjà des systèmes d'exploitation, un ERP existant. Et on vient aider là où, justement, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées en raison de certaines lacunes ou des choses qui sont trop complexes à implémenter. Donc, nos clients sont plutôt des entreprises assez grandes, donc plus de 500 employés, et à travers tout secteur. Donc, ça peut aller des banques et des assurances, comme aussi l'administration publique, le secteur d'énergie est en grande évolution aujourd'hui, des hôpitaux, de la construction. C'est vraiment très varié. Les bénéfices pour les entreprises d'automatiser les tâches virtuelles? Alors, le premier, c'est le temps gagné. Donc, c'est très clair de cette partie-là. Du temps gagné signifie souvent de l'argent. Mais ce qui est aussi assez important, c'est les autres effets qui en découlent. C'est par exemple une augmentation de la qualité de traitement ou l'arrivée d'un standard. Si on a 15 personnes qui font un petit peu une tâche, ou si on a après une automatisation qui le fait, elle sera toujours faite de la même manière, au même niveau, au même standard, selon les mêmes règles. Et ça, dans certains domaines, c'est très important, comme dans des banques ou des assurances. Et après, il y a aussi la qualité de vie au travail. Donc, les gens sont engagés pour faire un certain emploi, une certaine tâche, et après, finalement, elles se retrouvent à faire 20 ou 30% de tâches administratives qu'elles ne souhaitent pas faire, mais qu'il faut faire. Et en fait, on permet de libérer cette partie-là pour qu'elles puissent se reconcentrer à traiter ces tâches-là qui, en fait, les motivent. Donc ça, c'est un gain assez important, je pense, qui permet aussi d'améliorer le changement et de motiver les gens. Et après, on améliore aussi la conformité et l'auditabilité de ce qui est fait. Parce que c'est écrit, c'est tracé. Chaque action génère un journal, un log qui permet de revoir en fait pourquoi il y a telle action qui a été faite dans le passé. Et améliorer par la suite, j'imagine, les process. Tout à fait. Alors, tu es spécialisé dans l'automatisation des processus des solutions RPA, donc c'est Robotic Process Automation, et plus récemment, ou peut-être pas, je ne sais pas, non, de la même manière, VBA, j'ai découvert cette expression, ce concept qui est Visual Basic for Application. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces technologies, depuis quand elles existent et comment on les déploie dans les entreprises? Alors, le VBA existe depuis très longtemps, je crois, depuis que Excel existe plus ou moins. Donc, c'est quelque chose qu'on fait plutôt parce que les clients nous le demandent très souvent, parce qu'ils ont des macros, comme on les appelle, qui existent depuis longtemps, et qu'une personne est partie à la retraite, donc il fallait la mettre à jour, la maintenir, et ils cherchaient des compétences dans ce domaine-là. Donc, c'est quelque chose qu'on fait suite à des demandes récurrentes et qu'on sait faire. C'est aussi là où j'ai commencé à l'EPFL, en faisant ces macros. Et le RPA, l'automatisation robotisée des processus, en français, donc, c'est la partie qu'on fait maintenant beaucoup. Il y a le mot robot qui perturbe un petit peu parce que c'est purement des logiciels, donc on dirait peut-être plutôt des bots, ou c'est dans cet aspect-là qu'il faut penser. Il n'y a pas un système mécanique derrière un clavier, donc c'est un logiciel qu'on vient installer chez les clients, intégrer. Et il faut se l'imaginer en fait comme un collaborateur virtuel. C'est vraiment un assistant virtuel qu'on vient installer, qui vient pouvoir imiter vos actions que vous faites sur l'ordinateur. Donc, vous lisez un email et par rapport à cet email, vous ouvrez votre logiciel comptable ou bien de gestion de ressources et vous faites une action là-dessus. En fait, on peut apprendre à ce collaborateur virtuel à faire les mêmes choses, les mêmes clics, les mêmes écritures, lire les documents. Donc, c'est vraiment très varié. Il faut vraiment se dire que tout ce que vous faites sur l'ordinateur, il est plus ou moins capable de le faire. La seule limitation, c'est que est-ce qu'on a des règles qui sont définies. Après A, est-ce qu'on fait B ou C? Si on arrive bien à définir ça, on peut automatiser. Quand tu parles de collaborateurs virtuels, navré, mais je pense à Copilot et à d'autres assistants virtuels maintenant dont on parle beaucoup avec l'intelligence artificielle, ces fameux agents IA. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change dans votre approche dans les entreprises? Est-ce que c'est encore un concept ou est-ce qu'on commence vraiment à pouvoir utiliser le potentiel de ces agents? Alors, c'est deux choses assez différentes, effectivement, parce que
l'agent souvent est limité à l'environnement auquel on lui donne accès ou auquel il peut accéder. Donc, si on parle de copilote, il accède à tout ce qui est la suite Office. Alors que le RPA, en fait, il a accès à tout ce qui est installé ou accessible depuis l'ordinateur. Donc, il peut même aller naviguer sur le web et aller se connecter avec ses propres identifiants. Donc, on crée des identifiants et il va interagir avec tout ça pour automatiser une tâche. Alors que les agents IA, en fait, ils peuvent avoir un potentiel tout à fait différent. Peut-être plus tard, ils pourront faire les mêmes choses et on pourra les connecter. On y est de certains endroits et d'autres endroits, on n'y est pas encore. Mais l'agent IA nous aide dans différents domaines, que ce soit par exemple pour la compréhension du processus, parce qu'il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est des agents IA qui ont été entraînés à rechercher la documentation d'une entreprise. Donc si on cherche à comprendre un processus, on peut l'interroger lui, en plus des collaborateurs, et ça nous permet de peut-être trouver des documentations qui existent quelque part et qui nous permettent de mieux comprendre la chose. Après, ça ne vient pas sans risque. Il faut bien gérer la chose pour ne pas divulguer des informations confidentielles. Mais après, l'IA nous aide aussi dans la compréhension des processus elle-même. Quand elle est connectée en fait, à différents applicatifs, on peut appeler ça par exemple le process mining. Donc, le process mining permet de découvrir des patterns dans ce qui est fait dans l'entreprise et ce qui nous permet de déterminer, là, il y a un grand volume de tâches qui est fait. Et ici, apparemment, il y a des temps d'attente assez longs. Il serait peut-être intéressant à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un goulet d'étranglement qu'il faudrait peut-être automatiser une tâche ici ou bien donner du support aux collaborateurs pour que ça aille mieux, plus vite, ou là, c'est vraiment une tâche très répétitive qu'on peut totalement automatiser. Donc, ça vient vraiment nous aider à beaucoup d'endroits. C'est très vaste. Si je permets encore, il y a dans la compréhension de documents. Quand on parle de digitalisation d'un document qui est envoyé encore par poste, la compréhension de ce qui est dessus, de l'océriser, c'est nettement amélioré grâce à l'IA. On peut lire des PDF aujourd'hui. Les outils sont capables de lire des PDF et des données non structurées. Si je comprends bien, il y a une avancée dans l'OCR, comme vous l'appelez. Oui, tout à fait. Donc, on s'améliore énormément. Après, de nouveau, il faut comprendre est-ce qu'on accepte un certain risque d'erreur ou pas. Ouais. Dans certains documents, on ne peut pas se tromper qu'un 1 soit reconnu comme un 7. C'est trop risqué. Donc, on met en place une validation humaine derrière pour s'assurer que le processus est propre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose à nos clients selon le risque qu'ils acceptent sur le processus. Tu parlais d'un exemple assez intéressant quand on s'est parlé pour préparer cette interview sur une compagnie aérienne qui aurait mis un chatbot en ligne pour gérer les remboursements ou les plaintes clients. Tout à fait, oui. Non, alors là, c'est un cas d'école à ne pas faire, où ça n'a pas été assez testé. Je ne sais pas exactement le détail de la situation, mais le client a pu demander un remboursement à ce bot qui, par les conditions générales de la compagnie aérienne, refusait ce remboursement. Il n'aurait pas le droit à avoir ce remboursement, mais il a réussi à faire dire au bot que oui. Et du coup, ça, c'est génial. Il a été demandé de toucher ce remboursement. Et je crois qu'il y a eu un jugement, justement, que la compagnie aérienne doit effectivement faire le remboursement, vu qu'elle a accepté le risque de mettre un bot indépendant, autonome, qui répond aux clients. Du coup, tu peux bien imaginer que ce bot n'est plus en ligne. Oui, j'imagine. Après, à voir, s'il y avait une équipe de 100 personnes pour gérer les remboursements et qu'un bot fait une erreur une fois, je ne sais pas quel est l'équilibre c'est ça, à c'est le goût du risque. Ouais, moi, je constate que plutôt pour les humains, on accepte le risque assez bien. Mais par contre, pour tout ce qui est des robots, des bots, on n'est pas du tout tolérant. Ouais, ils font une erreur sur 1 million, ah non, mais ça va pas du tout. C'est assez drôle, cette différence. Alors que si c'est un humain, c'est mais t'es fatigué, il y avait ça. C'est vraiment... alors qu'en fait, pour un robot, ça pourrait être très bien. En fait, on n'a pas prévu cette situation, on ne l'a pas testé. Donc, on devrait accepter le risque. Et si on ne l'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait pour le faire? Est-ce qu'on arrive à le contourner?
autre. Ouais, on apprend, puis on rectifie, C'est ça, oui. en gros. Ouais. Juste pour... on n'en a pas parlé avant, mais tu as testé Copilot de Microsoft. Alors, moi, j'ai testé, oui. Ouais. Est-ce que tu arrives à nous faire un retour? J'ai personnellement pas pu tester, puis j'entends je lis plein de choses. J'arrive pas vraiment à savoir. Quelles sont un peu tes premières impressions Alors, moi, je trouve que c'est très pratique, Ouais. notamment si on a beaucoup de travail à faire sur les emails. Donc, si tu envoies beaucoup d'emails ou tu rédiges pas mal, je trouve que ça aide pas mal à résumer. Donc, les emails reçus, s'il y a des longues conversations, ou aussi de rédiger un email et après, je dis, voilà, j'ai reçu tel mail, fais-moi une proposition de réponse dans ce sens-là, avec tels arguments. Ça le rédige pour toi. Et toi, tu peux en fait gagner pas mal de temps là-dessus. Je trouve ça vraiment très pratique. Et aussi de la partie préparation de slides, de PowerPoint, si c'est quelque chose que tu fais encore, c'est aussi assez pratique. Okay. Après, moi, je ne l'ai pas encore activé forcément pour tout le monde ou chose comme ça, parce que je trouve que ça implique un travail de préparation assez important. Nous, on est une petite équipe, donc ça va. Mais imagine, pour une grande entreprise, il faut vraiment préparer beaucoup de choses, parce qu'il y a un risque, notamment, c'est la divulgation d'informations confidentielles. Parce que le copilote a accès à tout ce qui est sur SharePoint. Et du coup, si on l'interroge, selon comment il va donner la réponse, parce qu'il a l'information. Mais si on ne classifie pas certaines données comme confidentielles et qu'on ne prépare pas le copilote et tout ça, il y a ce risque qu'on encourt. Et ça, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais je pense que plus on a de documents, plus c'est du travail en amont. En fait, il faut configurer par accès par rapport à l'ensemble du personnel. Tout à fait, oui. OK. Mais enfin, à part ces questions d'organisation ou de gouvernance, c'est plutôt... Est-ce que Microsoft tient ses promesses? Alors, la promesse que le ROI est là, je ne sais pas, je ne l'ai pas calculé, mais je pense que la promesse qu'on gagne du temps, oui. Okay. Si on travaille beaucoup dans l'administratif à rédiger des choses, je pense qu'on peut gagner pas mal de temps de ce côté-là. Et même, même dans le code, le développement, on a aussi du gain de temps parce qu'il peut proposer du code, etc. Okay. Après, il faut faire attention de nouveau où la personne doit garder la compétence de ce qu'elle fait. Notamment dans le code ou bien même dans le juridique. Je parlais avec un avocat dernièrement qui disait ah oui, voilà, j'ai préparé un contrat de travail, c'était est-ce que tu peux juste le valider, ça te prendra que 1 heure, j'ai tout préparé. Puis l'avocat il lisait le contrat et puis il disait mais ça fait pas de sens, etc. Il y a des choses, c'est quoi ce mot là? Il demande à la personne, il dit je sais pas. En fait, la personne ne comprend pas ce que l'IA a généré. Et ça peut amener des risques, même dans le juridique, parce qu'il se passe sur des lois qui n'existent pas, ou dans le code où il utilise des fonctions qui n'existent pas, et il pense que ça existe, mais en fait, non. Où il fait des choses fausses ou de manière non optimale, qui peut consommer plus de ressources, etc. Donc, oui, ça peut gagner du temps, mais il faut garder la compétence et comprendre ce qui est généré. J'ai la sensation qu'on est vraiment qu'au début et qu'on demande beaucoup déjà à ces intelligences artificielles. Il y a un autre concept que j'ai découvert en discutant avec toi, qui est le concept du shadow IT, que je ne connaissais pas. Donc, tu nous en diras quelques mots, mais en faisant quelques recherches, j'ai vu que ça avait pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, notamment avec l'avènement des outils technologiques un peu plus modernes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept et surtout les défis que le Shadow IT comporte dans les entreprises? Alors, pour résumer, Shadow IT, c'est l'utilisation des collaborateurs dans une entreprise d'outils qui ne sont pas prévus par l'informatique de base. Est-ce que WhatsApp est un Shadow IT? Ça peut, si c'est pas prévu. Okay. Donc, vraiment, Shadow IT, ça veut dire que c'est dans l'ombre, qu'on n'a pas de vision dessus, qu'on ne sait pas que ça se passe là. Donc, si WhatsApp est utilisé, par exemple, pour prendre une photo d'un dossier qui est confidentiel, d'un patient, par exemple, et de l'envoyer à quelqu'un, alors que ça n'a pas été prévu, c'est une perte de données qui part dans un système dans lequel on n'a pas le contrôle. Donc, c'est non prévu par la gouvernance. C'est ça. OK. Enfin,
c'est ma définition, comment je vois la chose. Et donc, ça existe depuis longtemps, mais là, on a peut-être plus d'outils qui arrivent. Donc, si par exemple, on interdit l'utilisation de l'IA dans une entreprise, où on ne l'implémente pas, il se peut que les gens vont commencer à l'utiliser sur leur téléphone ou smartphone. Mais ça existait bien avant avec des Excel qui grandissaient en fait en compétences, en fonctionnalités, tout simplement pour répondre à un besoin du collaborateur qu'il avait, mais qu'il ne pouvait pas trouver dans les outils prévus de base. Donc c'est un peu ça le défi, c'est de comprendre quels sont les besoins des personnes dans l'entreprise et de pouvoir amener des solutions à temps à ces personnes et qui leur conviennent. Et si on arrive à faire ça, en fait, le shadow IT disparaît peu à peu. Et c'est un peu notamment ce qu'on fait en comprenant leur métier, en amenant une automatisation. On permet d'intégrer ça, en fait, dans l'environnement du client pour éviter que ça parte dans les autres outils ou des choses qui ne sont pas traçables aussi. C'est ça qui est assez important. C'est, OK, il y a une décision qui a été prise, mais on ne sait pas pourquoi. Ah oui, en fait, c'était l'Excel qui m'a dit de faire ça. Mais il vient d'où cet Excel? Qui a programmé, défini cet Excel? Il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de revue, des choses comme ça. Alors que quand on automatise une tâche, justement, on prévoit ces choses-là. Est-ce qu'il y a des défis, j'imagine aussi, de sécurité par rapport... souvent, les cyberattaques utilisent les failles des comportements humains. Est-ce que régler ces questions diminuer le shadow IT fait partie d'augmenter la sécurité de l'entreprise? Moi, je dirais que oui, de base, c'est sûr, parce qu'on évite, comme dans mon exemple d'avant, d'envoyer des données en dehors des systèmes qui ne sont pas contrôlés, ou même d'aller nourrir, je ne sais pas, ChatGPT ou Copilot avec des données qui sont en fait confidentielles de l'entreprise, ou bien des données sensibles qu'on nourrit comme ça, alors qu'en fait, les conditions de base sont... on autorise l'entreprise d'utiliser ce qu'on lui donne. Et là, peut-être qu'on va éviter. Comment tu arrives à identifier le shadow IT, vu que c'est quelque chose qui est pas caché, mais en tout cas qui n'est pas traçable? Le plus simple, c'est d'aller voir comment les gens travaillent. Ouais, et tu arrives à repérer assez vite? Ils se livrent là-dessus, ou c'est plutôt... ils s'en rendent même pas compte, finalement? Oui, ils s'en rendent pas compte. C'est plutôt, moi, je fais comme ça. Et souvent, c'est même la personne d'avant qui m'a dit de faire comme ça. Okay. C'est des choses qui se transmettent. De génération en génération. Ou vraiment, non, mais moi, c'est là, je mets les données, j'appuie sur ce bouton et ça me dit quoi faire. Et je suis là, OK. Et ça vient d'où, ça? Je sais pas. Et qu'est-ce que ça fait? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Et là, on va creuser, on va comprendre. Et c'est là qu'on détecte la chose. Après, on va pas le flaguer comme « Ah, c'est Shadow IT, c'est pas bien, etc. » C'est plutôt « OK, on a des pistes d'amélioration, on peut penser à faire ça comme ça. » Dans ce sens-là. Ah, c'est génial. Il y a un autre mouvement aussi auquel on assiste actuellement qui est plutôt une démocratisation du développement d'applications. On les appelle des citizen developers. J'ai trouvé ça assez drôle. Ça représente environ 80% des produits et des services technologiques qui sont désormais développés par des développeurs non techniques et grâce aux plateformes low-code, no-code. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance grandissante? Quelles sont pour toi les opportunités et surtout les points de vigilance à avoir par rapport à ça? Parce que je sais que tu en as. Alors, nous-mêmes, on utilise du low-code aussi parce que ça fait gagner énormément de temps. Il ne faut pas tout reprogrammer depuis le début, donc c'est quand même chose de très bien. Après, pour la statistique, je ne sais pas à quel point c'est juste, mais il y a beaucoup de parties dans toutes les industries où on simplifie le développement de choses, où on appelle ça du drag and drop. Au lieu de devoir coder, on peut utiliser juste la souris à donner des fonctionnalités. Et c'est extrêmement pratique de pouvoir le faire. Après, des vigilances, c'est certain, il y aura des limitations déjà. Donc, ce qui est du low-code, no-code, on peut faire que ce qui a été prévu par la personne qui a développé ça. Alors que si on part du code pur, on peut plus ou moins coder tout. Et on n'est pas limité par les blocs qui nous ont été donnés par eux. Donc ça, c'est une des vigilances qu'il faut quand même en avoir conscience. Et une autre, c'est le risque que tout le monde se met à développer un petit peu sans forcément avoir des concepts de programmation. Et là, il y a un risque
qu'on revient peut-être dans du shadow IT, où les gens automatisent des choses sans que ça soit validé, vérifié qu'en fait c'est bien. Parce que c'est important d'avoir des processus qui sont validés pour s'assurer que la marche de l'entreprise va dans le sens qu'on le veut. Alors que si on automatise quelque chose et sans avoir bien testé et validé la chose, il se peut que l'automatisation prend une décision qu'on ne veut pas. Donc, on peut reparler du bot avant de la compagnie aérienne, ou bien la décision est mal faite parce que ça n'a pas été testé ou qu'on n'a pas fait attention aux risques que ça peut avoir. Mais c'est vraiment... faut faire attention. Donc. Est-ce que c'est compliqué de faire du low-code et ensuite de personnaliser avec des briques qui n'existent pas? Ça dépend de chaque outil. Ouais. Donc, y a des outils où vraiment on vous donne des briques de base et après, il y a des briques où en fait, vous pouvez coder dedans dans un langage de programmation. Donc, ça vous permet de faire tout ce que ce langage a comme possibilité. Donc ça, après, ça implique forcément des connaissances en programmation. Bien sûr. Et ça, dans le langage qui est donné par l'outil. Donc c'est très variable, mais les outils deviennent toujours meilleurs et on arrive toujours à faire plus. J'aimerais parler avec toi d'innovation et de gestion du changement. Tu parlais d'optimisation tout à l'heure. Quelle est justement cette différence entre optimiser et innover dans tout ce qui concerne le numérique? Alors, pour moi, optimiser, c'est prendre quelque chose d'existant et de le rendre meilleur, peut-être enlever une étape qui n'est plus nécessaire, parce qu'on l'a fait depuis longtemps, mais maintenant, elle n'est plus nécessaire, ou de changer comment on structure le processus. Alors que innover, dans le numérique, pour moi, c'est amener une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire, amener... justement, on amène du RPA dans un environnement où on n'utilise pas. Parce qu'en fait, on ne connaissait pas cette façon de faire, on ne connaissait pas cette possibilité d'automatiser. C'est ce qu'on constate souvent quand on va chez les clients, on fait un premier POC, donc un Proof of Concept, on démontre la capacité de cette technologie, et là, en fait, des idées explosent d'opportunités à travers l'entreprise. Et donc, moi, je trouve que c'est cette partie-là qui aide à amener, en fait, quelque chose de nouveau dans un environnement qu'on ne connaît pas, justement, les options qu'on a. Comment tu juges la maturité, selon tes expériences et tes clients, la maturité digitale des entreprises? On est dans le train de la digitalisation en Suisse ou on a quand même un peu de retard sur les process? Est-ce qu'on n'est pas encore un peu trop papier? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend. Donc, l'automatisation de RPA a commencé il y a bien quelques années dans des banques. C'est vraiment, je crois, les premières en Suisse qui ont vraiment travaillé là-dessus. Puis après, il y a aussi les assurances, etc., qui sont mis vraiment et ont vu l'intérêt. C'est aussi dû parce qu'ils ont beaucoup de travail bureautique, beaucoup d'administratifs. Et donc, le gain était très, très important. Après, il y a des industries où j'ai pu constater une entreprise de plus de 1000 employés qui est encore très papier, où ils impriment les ordres de production, ça va à la chaîne de production, ils ont le papier, et puis ils le font comme ça. Donc, on a vraiment les deux extrêmes, et on peut aussi parler peut-être de l'administration publique. J'ai un exemple où un de mes collaborateurs est allé au service civil, et puis en fait, pour l'allocation perte de gain, c'est un formulaire papier que je dois signer, que j'ai envoyé par poste aussi, et qu'il y a tout quel processus est encore papier. Et ça, il y a encore pas mal de cas de figure, je pense, qui existent, où on a encore beaucoup de potentiel en Suisse, tout à fait. Ça peut aller vite. Finalement, si on part de zéro, si on part du papier pour mettre des systèmes, est-ce qu'on peut aller plus vite qu'un système à moitié digitalisé? Parce que souvent, c'est ça, c'est quand il y a les deux que ça me semble compliqué. Alors, on peut aller vite. C'est assez difficile à dire. Ça dépend vraiment de chaque situation. Donc, une entreprise qui a déjà un système de base existant, souvent, on peut justement s'appuyer sur les bases existantes pour construire à un autre niveau. Et ça peut aller très vite. Alors que s'ils sont encore pas du tout numérisés,
il y a quand même beaucoup de questions, de changements à faire, parce que souvent, il n'y a même pas l'infrastructure en place. Donc, si on veut numériser, il faut des écrans, il faut des ordinateurs. Et si ça n'existe pas, c'est quand même un investissement assez important. Donc, je parlais de la chaîne de production. Si dedans, il n'y a pas des tablettes ou quelque chose, il faut un support pour qu'ils puissent lire la donnée numérique. Et s'il n'y a pas ça, en fait, on refait un pas en arrière. Alors que le papier fonctionne. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Bien sûr qu'on peut faire mieux. Donc, c'est vraiment cas par cas. Sur le changement, oui. Quand on innove, bien sûr, ça amène des changements. Finalement, on aime bien ce mot innover, mais on n'aime pas trop le changement de manière générale. Comment déjà, qu'est-ce que tu vois dans les entreprises? Et puis, qu'est-ce que tu as développé pour que les collaborateurs puissent embrasser ce changement? On est bien dans notre confort, dans notre petite routine, notre habitude, ça c'est sûr. Mais on n'aime pas les choses qui nous dérangent non plus. Et ça, c'est une très bonne piste parce que, comme je disais avant, une personne qui travaille sur une tâche doit libérer son temps pour faire des choses administratives qu'elle n'a pas envie. C'est une très bonne piste pour commencer à faire du changement. C'est d'aller vers ces gens qui ont des choses qu'ils n'aiment pas faire et de leur proposer une solution pour les libérer de ça. Et après, c'est comme de la poudre qui s'enclenche et ça se répartit partout. C'est un peu notre façon de fonctionner, d'aller en fait chercher un endroit qui n'a pas forcément le plus grand potentiel économique. Il en a un, mais qui a en fait le plus grand potentiel à motiver les gens. Parce que dès que les gens sont motivés, en fait, ils vont devenir ambassadeurs. C'est ça qui est très intéressant pour nous. Donc, on prend vraiment cette personne, on l'embarque dans le changement, dans l'idée, et puis elle est très motivée parce qu'elle va voir qu'en fait, elle devra faire moins cette chose qu'elle n'aime pas. Et après, en fait, ça se passe tout seul. La personne va en parler pendant les pauses café. Nous, on met des collaborateurs virtuels. Ils vont même leur donner un petit nom. C'est très drôle. Et après, ils vont dire, ah ouais, j'ai mon Nono, j'ai mon R2D2. Enfin, il y a de tout qu'on voit qui fait ma paperasse. Moi, je peux prendre mon café tranquillement. En fait, les collègues, après, entendent ça, qui, eux, étaient réticents au changement. Et ils vont se dire, mais... En fait, moi, j'en veux aussi un de... Ah ouais, ça a l'air pas mal. Moi, j'aimerais aussi mon petit robot qui fait ça pour moi, en fait. J'aimerais bien mon assistant personnel, en fait. Et là, le changement s'opère assez magiquement tout seul. Ok, donc c'est simplifier la vie des collaborateurs, une sorte de gamification aussi, de personnalisation, des mini-robots. Enfin, en fait, c'est construire un narratif autour de ça et se sentir à l'aise. Et puis après, c'est un effet de groupe qui s'opère. Oui, mais après, c'est très important de voir avec la direction de l'entreprise, du client, quel est l'objectif, en fait, de cette automatisation. Puis, vu que je suis entrepreneur, je peux choisir aussi avec qui je travaille. Donc, moi, mon optique, c'est d'aider des gens avec qui on a les mêmes valeurs, où on a envie de travailler dans le même sens. Parce qu'il y a eu des cas de figure où c'était, je vais automatiser parce que, en fait, je veux virer 17 personnes et moi, je suis pas intéressé parce que ça va devenir un environnement pas forcément agréable dans lequel on travaille. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est comprendre le métier des gens. D'aller, en fait, voir ce qu'ils font, comment ils font et de pouvoir proposer des améliorations et de les aider. Et alors, quand on travaille avec nos clients, c'est plutôt dire où est-ce qu'on peut aider et de définir l'objectif de l'automatisation. Et en fait, ça va bien en Suisse. On a souvent des trop grosses charges de travail. Et en fait, on cherche à libérer des gens, à aider les gens. Et donc, c'est là où on peut définir un objectif clair et un message clair dans la direction qui est, en fait, notre but là, c'est de vous aider, en fait, de vous soulager, de réduire vos heures supplémentaires, de pouvoir vous concentrer sur votre objectif à vous, pouvoir vous concentrer sur vos clients directement. Parce que des fois, ils n'ont même pas le temps de décrocher le téléphone, tellement ils sont sous l'eau. Et avec cet objectif clair, on peut en fait mettre un environnement de confiance avec qui on peut bien avancer et puis vraiment aider, en fait. Ça me fait penser à ce que tu dis aux médecins qui passent beaucoup de temps finalement à faire des tâches administratives plutôt que passer du temps avec les patients. Est-ce que c'est des clients que tu as déjà eus ou Alors, on travaille avec des hôpitaux, oui, où il y a pas mal de travail d'automatisation possible, beaucoup dans l'administratif. Donc, ça se passe dans la partie assurance. Maintenant, on est dans le sujet des assurances maladie. Les patients changent d'assurance maladie.
cette information n'est pas forcément remontée à l'hôpital et du coup, il y a un risque de facturer à la mauvaise assurance, ce qui fait qu'ils ne vont pas toucher l'argent assez rapidement. Et ça va durer 3-4 mois jusqu'à ce qu'ils touchent. Et donc là, on peut notamment les aider à récolter l'information des patients et d'assurer que les données sont justes. Tel patient a changé d'assurance, mais maintenant, il faut facturer ici. Et comme ça, le cash flow pour l'assurance, pour l'hôpital, est meilleur. En fait, ça va plus vite. En ce qui concerne des médecins, il y a la problématique des régulations, où en fait, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais ils sont obligés de codifier certaines actions. Et donc là, je ne sais pas à quel point c'est intéressant. Donc, ma partie optimisation, j'aurais envie de dire qu'on devrait enlever en fait cette partie de codification trop précise. Je crois que c'était en France où j'ai vu qu'ils devaient codifier le type de chute. Il y avait une liste de 200 ou 300 types de chutes qu'ils pouvaient choisir. C'était chute à la maison suite à un étourdissement, une liste interminable. Et le médecin doit scroller pour choisir la bonne chute. Est-ce qu'on a besoin d'un détail aussi précis? Et si oui, est-ce qu'on pourrait se contenter d'une IA qui comprend le médecin s'il parle et qu'il enregistre la chose et qu'il fait un résumé et qui transmet ça tout simplement à l'assurance, plutôt que de perdre le temps du médecin à codifier la chose, à chercher la bonne classe à mettre. Donc là, je ne suis pas sûr que c'est de l'automatisation de ce qui est existant qu'il faut faire, mais plutôt changer totalement en fait, le processus. Ça m'emmène sur une des questions. Comment tu anticipes le futur de cette automatisation justement dans les entreprises? Est-ce qu'il y a un moment où on arrive sur des process complètement fous, sur des listes de 300 types de chutes à trouver? Est-ce qu'on peut tout automatiser? Est-ce qu'on peut imaginer des bureaux sans lumière parce qu'il n'y a plus besoin d'humains, comme la Dark Factory? Oui. Alors, ça dépendra toujours des limitations qu'on se met, des réglementations ou autres. Donc, il y a pas mal de processus où on exige, par exemple, un contrôle 4 yeux, comme on le dit couramment. Donc, ça implique que 2 humains vérifient la chose. Donc là, on peut imaginer qu'on automatise la totalité et qu'il n'y a plus qu'à vérifier. Il n'y a plus aucune saisie à faire. Donc, c'est des choses qu'on peut faire et qui ont été faites déjà dans le passé, notamment durant le Covid avec l'automatisation de crédit Covid. Mais les possibilités, en fait, sont très grandes. Après, c'est à quel coût on arrive et quelles limitations on a. Parce que souvent, une entreprise a déjà un ERP en place qu'ils ont depuis longtemps. Ils ont beaucoup mis de temps dessus pour le rendre le plus pratique pour eux, mais cet ERP a certainement des limitations qui fait qu'on ne peut pas tout changer en une fois et dire, voilà, on transforme tout. Donc, des bureaux noirs, on n'y est pas pour tout de suite. On n'y est pas tout de suite, mais je pense qu'effectivement, on peut rendre les collaborateurs beaucoup plus efficaces en les libérant pas mal de temps et leur donnant des outils qui permettent d'avoir les informations qu'il leur faut quand il leur faut. Est-ce que tu observes des collaborateurs qui changent aussi de fonction dans l'entreprise parce que, voilà, une fois que tu t'es libéré du temps, oui. Alors tu disais tout à l'heure il y avait des heures sup, donc effectivement ça ne concerne peut-être pas ces gens-là encore, mais si on a par exemple une demi-journée de libéré pour faire des choses, comment la direction justement envisage ces mouvements de personnes multifonctions ou Personnellement, je pense que les entreprises ont tout intérêt à garder leur talent au sein de leur entreprise si par hasard une fonction venait à disparaître, parce que la personne est déjà intégrée, elle connaît déjà les processus internes, connaît l'environnement, comment on fonctionne. Et j'ai eu plusieurs situations différentes où on a mis le RPA dans une entreprise où il y avait des business analysts qui avaient leur fonction qui était purement business analyst, où ils analysaient les processus, faisaient de la documentation et des propositions à l'IT. Et en fait, eux, ils se sont même transformés en développeurs low-code. On les a formés à faire de la maintenance, à développer leurs propres robots, assistants virtuels. Et maintenant, en fait, ils ont cette tâche, et c'est même plus le 80% de leur temps qu'ils font eux-mêmes les robots et qu'ils font la maintenance plutôt business analyst. Où je parlais d'ambassadeur avant, où la personne, justement, avait un rôle
de responsables d'une équipe et qu'à travers l'automatisation, c'est trouver un nouveau rôle à en fait promouvoir l'automatisation à différents départements et en fait chercher des possibilités. Donc c'est vraiment très variable. Et puis il faut se dire que vu qu'on met en place un assistant virtuel en place, il faut le gérer. C'est un collaborateur. Ouais, c'est vrai. Et donc, on n'a peut-être pas forcément une revue annuelle à faire, un entretien, mais si on change un processus, il faut s'assurer que l'information remonte pour qu'on adapte cet assistant virtuel ou qu'il faut l'enlever, il n'y a plus besoin parce que le processus a disparu. Des implémentations qu'on met en place parce qu'il y a une lacune dans un ERP qui en fait prendra 3 à 4 ans à mettre en place. Il faut attendre une mise à jour ou bien l'IT est très occupé. Et du coup, on développe une automatisation, mais seulement pour 2 ans. Et après ces 2 ans, en fait, c'est intégré directement dans les systèmes de base. Les entreprises sont plutôt souples quand même, j'ai l'impression, dans ces systèmes-là. Alors, il y a de tout encore une fois. Il y a de tout, de nouveau. Ouais. Il y a des entreprises où c'est difficile d'amener du changement, où il y a de la réticence à amener quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et d'autres où ils voient ça comme une libération, en fait, en disant tout le monde joue le jeu et voit la chose. Parce que, par exemple, l'IT a beaucoup de travail à maintenir les systèmes existants, et nous, on arrive et on amène un nouveau truc qui dit « Ah non, il faut encore qu'on maintienne quelque chose de nouveau, ça ne va pas le faire ». Puis en fait, nous, vu qu'on est orienté très métier, eux, ils ont juste à livrer en fait une infrastructure. Ils doivent valider que l'outil réponde à leurs normes de sécurité, etc. Puis une fois qu'ils ont fait ça, la maintenance est contribuée par nous. Et puis la validation du fonctionnement est contribuée par le métier lui-même. Donc après, elle est moins impliquée et ils se rendent compte qu'en fait, ils se libèrent parce que il y a moins de demandes qui vont en fait depuis le métier à l'informatique. Et nous, en fait, on est vecteur d'une standardisation des processus qui permet en fait une amélioration après des systèmes à long terme. Faut viser loin. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites comme évolution au sein d'InnoShift ? Difficile question, mais ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer en fait vraiment à aider ce qu'on a commencé à faire. Donc, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc, dans cette optique-là, on a prévu une certaine croissance de l'entreprise pour vraiment avoir une stabilité dans nos services et nos prestations. Et après, de pouvoir prendre peut-être 1 ou 2 compétences de plus pour pouvoir vraiment garnir l'ensemble de l'outil. Donc, ça peut peut-être aller dans quelque chose de business process management qui permettrait de mettre en place des plateformes qui géraient des cases, comme on dit, de A à Z. Et donc, amener un outil supplémentaire pour avoir des meilleurs suivis. Il faut vraiment voir dans quel sens on évolue. Mais je pense que, en tout cas, pour les 5 prochaines années, on a assez de travail à faire rien qu'avec le RPA et à aider les entreprises dans le conseil à les challenger, à qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux dans le numérique et le digital. Donc, en fait, on est plus en recherche de talent plus que de projets. Vous embauchez alors. Voilà, c'est ça. C'est génial, ça fait plaisir à entendre. J'ai toujours mes 2 questions de fin. Est-ce que tu pourrais nous recommander des sources d'informations, un livre qui t'a marqué ou toute autre chose que tu souhaiterais partager sur la chaîne YouTube et qu'on mettra dans la description? Alors, pour revenir à la physique, quelque chose que j'aime bien suivre, il y a une chaîne YouTube que je trouve qui est très enrichissante, qui s'appelle Smarter Every Day de Dustin, qui explique justement des concepts de physique ou d'ingénierie de manière très détaillée, mais il rend la chose très compréhensible, je trouve, pour tout le monde. Je te laisserai vérifier si c'est bien le cas. Je te dirai. Mais c'est un élément qui m'inspire et qui donne des idées, et je trouve très bien fait. Okay. Et sinon, un livre, c'est La guerre des métaux rares. Je ne sais pas si tu connais, qui est très intéressant et qui implique en fait un peu tout ce challenge de la technologie qui
qui provient en fait de certains métaux qui pour le moment sont produits à une zone géographique très limitée du monde. Et en fait, c'est des choses qu'on ne se rend pas forcément compte, des guerres de pouvoir qu'il peut y avoir là, des challenges stratégiques. C'est vraiment très varié. Je parlais avant de l'IA, qu'on investissait à l'étranger. Là, pareil, toutes nos puces électroniques viennent aussi d'un certain endroit de la Terre. Est-ce que c'est un risque ou pas? Est-ce qu'il est considéré? Est-ce qu'il est pris en compte? Après, on peut aller plus loin. On parle de la production d'énergie aussi. Plus on évolue avec ces technologies, plus on aura besoin de ces puces, on aura besoin d'électricité, etc. Est-ce qu'on arrive à assurer une stabilité de livraison de ces différents éléments? Et je pense que ce livre est vraiment assez inspirant par rapport à ces problématiques et ouvre un peu les yeux. La réalité qui nous rattrape. C'est juste. Et puis une personne que tu souhaiterais nous recommander sur la chaîne YouTube que l'on pourrait inviter. Vu les thématiques d'IA, j'ai pensé à Clément Lefebvre qui travaille au Swiss Data Science Center à l'EPFL. Et il fait des projets très intéressants justement dans les compréhensions de langage ou les autres projets que je pense que c'est assez enrichissant ce qu'il fait. Magnifique, on essaiera de le contacter. On viendra de ta part, peut-être qu'il dira oui. Volontiers. Yves, merci infiniment. Merci à toi, Delphine. Et puis, très bonne journée. Et de même, merci.